Pour maintenant venir au sujet du jour, j'ai choisi de vous parler de l'entrepreneuriat au Mali. Alors, l'entrepreneuriat au Mali, ça suppose des challenges, ça suppose des opportunités, ça suppose aussi des perspectives. Et je vais l'aborder sous 3 angles, parce que c'est un vaste sujet qu'il faut des heures et des heures pour épuiser. Mais pour me résumer un peu mon intervention, je vais l'articuler sur 3 éléments de l'entrepreneuriat. Ce ne sont pas des éléments exhaustifs, on peut dire beaucoup d'autres aspects liés à ce sujet, mais j'ai choisi de vous parler de la formation au Mali, de l'entrepreneuriat au Mali et des perspectives économiques au Mali. Je pense qu'à travers ces 3 éléments, je pourrais déjà délivrer quelques messages et quelques convictions qui peuvent asseoir notre discussion de la journée. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est possible de bien se former au Mali? C'est la première question qu'on se demande. Oui, il faut effectivement, avant de parler d'entrepreneuriat, il faut se former. On est d'accord que la formation doit précéder l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est une des manières de bien entreprendre. Et donc, on se demanderait, est-ce que c'est possible de le faire ici? Et j'ai choisi de poser la question comme ça, parce que beaucoup de jeunes Maliens se demandent il ne faut pas nécessairement passer par l'extérieur pour entreprendre, ou par des écoles hors du Mali pour pouvoir réaliser ses rêves et ses projets. Et j'ai le plaisir de vous dire que non, c'est utile, mais ce n'est pas indispensable. C'est bien possible de se former au Mali, de bien se former, de réaliser des activités, de réaliser des projets et d'avancer. Si l'opportunité se présente aussi de se former à l'extérieur du Mali, ce n'est pas plus mal, c'est un plus, mais il ne faut pas considérer que c'est la seule voie unique pour pouvoir entreprendre ou réussir dans ce pays. Donc, mais quand même, analysons quand même les éléments de contenu de la formation au Mali. Vous allez constater que dans ce secteur, il y a quand même des faiblesses. Autant je disais tout de suite, je répondais par l'affirmative que c'est possible de se former au Mali et d'entreprendre au Mali, autant je ne vais quand même pas nier qu'il y a des problèmes dans la formation au Mali. Donc il est bon qu'on situe ces problèmes pour voir aussi comment les contourner davantage. Nous avons un problème de régression de la qualité de l'apprentissage et de l'éducation de base. Pourtant, c'est 2 éléments fondamentaux, normalement, qui doivent permettre d'asseoir une formation qualitative. Nous avons une formation de base qui, aujourd'hui, est en régression. Ça se constate dans nos quartiers, ça se constate dans nos villes, dans nos campagnes. C'est réel. Et c'est un élément sur lequel il va falloir se pencher très, très sérieusement, parce que tout part de l'éducation de base. Et quand l'éducation de base, quand c'est raté, il y a de fortes chances pour que ça vous suive pendant des années. Donc nous avons un problème d'éducation de base. Nous avons aussi un problème aujourd'hui de la qualité de l'apprentissage, parce que c'était un des éléments qui faisait la force de notre pays pendant des années, mais qui a beaucoup régressé. Et c'est peut-être lié au fait qu'il y a eu peu d'investissements dans ce secteur, en tout cas pas des investissements qualitatifs. Il y a eu d'autres faiblesses dont je vais parler tout à l'heure. Et nous remarquons que ce phénomène s'est surtout aggravé beaucoup plus dans les écoles publiques, et surtout par des approches pédagogiques qui sont assez archaïques. La réforme de l'école du Mali remonte à 1962 et à ce jour, on n'y a pas encore eu la vraie rénovation du contenu pédagogique de notre école. Il y a eu des retouches à la marge, mais il n'y a pas eu une refonte totale du contenu pédagogique de l'école malienne depuis des décennies. Nous avons un problème de faiblesse de la régulation et de l'encadrement des écoles et des centres de formation privés. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments de contenu qualitatif dans aucune des écoles ou des centres de formation au Mali, mais il faut reconnaître que dans beaucoup d'endroits, il y a une grande faiblesse qui découle de la faiblesse de la régulation et de l'encadrement par le fait que malheureusement, autant il a fallu que le privé s'investisse beaucoup pour combler le gap laissé par l'État dû à un déficit de la couverture scolaire, autant il fallait accompagner ça par beaucoup de régulation et puis surtout par beaucoup d'encadrement. Et à ce niveau, il y a beaucoup de défaillances. Nous avons un gros problème d'inadéquation entre la formation et les besoins du marché. C'est un sujet dont tout le monde parle, mais il est bon de le répéter et même de le crier, parce que c'est un problème très sérieux. L'inadéquation entre la formation et les besoins du marché. Et malheureusement, on ne sent pas de changement structurel décisif qui va changer cette donne-là. Nous savons les besoins du marché, j'en parlerai devant, qui sont connus. Les acteurs de l'économie connaissent très bien leurs besoins. Les chefs d'entreprise l'expriment à longueur de journée. Et on le constate aussi à travers les avis de recrutement. Mais nous comprenons pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas cette réforme
très sérieuse de notre système d'organisation de la formation technique et professionnelle, ou la formation secondaire, voire la formation supérieure, pour mieux adapter l'école, les produits de l'école aux besoins de l'économie de marché et surtout aux besoins des entreprises. Donc ce problème est un problème que nous signalons au passage parce qu'il est difficile de passer à côté de ce sujet. Donc nous avons très souvent des travailleurs aujourd'hui qui sont assez qualifiés dans des domaines très limités, mais très peu dans les domaines réels du besoin. Nous avons un problème, quand même au-delà des problèmes, nous avons des opportunités. Donc je ne pouvais pas simplement dire que le système de formation du Mali marche mal, mais sans parler aussi de ses opportunités. Parmi ces opportunités, c'est que, oui, nous avons à côté des écoles qui ont des problèmes de régulation, d'encadrement, de suivi, de produits qualitatifs qui peuvent en sortir. Nous avons des établissements de bonne référence dans le privé et même parfois dans le public, mais il faut faire l'effort d'aller les chercher. Donc ça demande un peu plus on va dire, de rigueur dans la sélection des écoles et des centres de formation où l'on voudrait bien se former. Et nous avons aussi quelques centres d'excellence qui forment à des métiers qui correspondent réellement aux besoins de l'économie. J'en ai cité deux, l'École nationale des ingénieurs. Nous savons tous que l'économie réclame aujourd'hui beaucoup des ingénieurs de génie civil parce que nous avons un grand besoin à ce niveau. Ils sortent de l'ENI, que nous avons besoin. L'IPR forme aujourd'hui ce qu'on appelle les agronomes, les chercheurs, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la pédologie, dans le domaine des semences, dans le domaine de l'irrigation, et que ces besoins sont réels et correspondent à des vrais besoins de l'économie. Et ce sont encore pour l'instant des centres sur lesquels notre jeunesse peut s'orienter pour aller faire ces formations dont nous avons besoin. Et globalement, pour l'avoir constaté moi-même, les étudiants, dans beaucoup de cas, issus de ces écoles sont globalement opérationnels et aptes à travailler de façon productive quand on les confie des missions et des tâches dans le milieu professionnel. Il y en a d'autres, j'ai cité juste deux exemples. Nous avons un problème aujourd'hui d'opportunité de l'accessibilité à l'auto-apprentissage. C'est un élément qui n'existait pas beaucoup, mais qui est maintenant là, qu'on peut utiliser davantage, c'est l'auto-apprentissage. Qui consiste à développer ses compétences par la formation autonome et structurée, qui permet d'aller vers tous des métiers qui sont facilement accessibles et qui permet aujourd'hui, globalement, de faire valider ses acquis par l'expérience. On a un problème encore au Mali qu'il manque le texte qui peut permettre ce système de validation des acquis de l'expérience. Ça existe dans certains pays. On en parle beaucoup au Mali, mais il n'y a pas encore, à ma connaissance en tout cas, de texte juridique qui l'intègre définitivement dans le système des diplômes ou dans le système des validations ou des références en matière éducative ou en matière de formation. Mais c'est un enjeu sur lequel il va falloir travailler parce que c'est une vraie opportunité. L'apprentissage, je vous le confirme, et certains l'ont pratiqué, est une vraie voie vers la formation qualitative. Très souvent, un étudiant, un élève, un jeune qui accepte de s'engager comme apprenti, comme stagiaire professionnel auprès de ce qu'on peut appeler un maître de stage ou un chef d'entreprise, dans le but de se former, pas dans le but de chercher de l'argent d'abord, mais dans le but de se former, le plus souvent, ça donne des bons résultats. Mais il faut l'aborder avec effectivement la conviction de faire de l'apprentissage, donc d'apprendre, de se former, et le plus souvent à des métiers opérationnels. Quand on l'aborde sous cet angle, ça donne très souvent des bons résultats, mais il faut y aller et on espère qu'au niveau de l'État, il y aura des textes qui vont venir permettre demain de venir valider les acquis de l'expérience. Les opportunités du secteur, c'est la demande. Nous avons une demande très forte sur les métiers techniques, mais surtout dans le secteur secondaire et dans le secteur tertiaire. Ça, aujourd'hui, cette opportunité, elle est là. Elle est ouverte à tous. À tous les jeunes du Mali peuvent aujourd'hui aller saisir ces opportunités. En quoi ça consiste? Faire l'effort de cibler les métiers qui sont sous tension, dont la demande ne couvre pas l'offre. La demande est trop forte par rapport aujourd'hui à ce qui est disponible et pouvoir se former pour pouvoir répondre aux besoins. J'en ai cité quelques métiers. Vous avez dans le domaine on les retrouve dans les métiers dans le domaine du BTP, on les retrouve dans le domaine de l'agriculture, on les retrouve surtout dans le secteur secondaire et tertiaire. Les électriciens, les plombiers, les techniciens de chantier, les techniciens de menuiserie de bois, les techniciens de menuiserie métallique, les techniciens de froid, les carreleurs, les staffeurs, les chefs cuisiniers, les jardiniers, les ingénieurs informatiques, les ingénieurs de son, les ingénieurs lumière, les graphistes.
Ça, je peux vous garantir que si vous êtes bien formé sur ces métiers-là, vous n'avez aucune chance de chômer. Aucune. Aucune chance de chômer. Donc, pour aujourd'hui, nos jeunes qui souhaitent pouvoir donner une orientation à leur carrière, qui va les éviter le chômage, qui va leur éviter trop d'errance, choisissez les métiers techniques professionnels. Et cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais je vous ai cité les cas les plus emblématiques. Vous vous formez dans ces domaines, vous apprenez le métier, vous développez un savoir-faire et vous n'avez aucune chance de chômer. Et je vais rajouter à ça que ces métiers rapportent. Ces métiers rapportent. C'est des vrais moyens de gagner de l'argent. Et si on sait qu'on va à l'école, on se forme, on crée une entreprise, la finalité, c'est gagner de l'argent, être autonome, réussir sa vie, eh bien oui, ces métiers permettent de réussir sa vie. On le voit, c'est parce que nous avons une expérience du terrain et nous savons comment ils sont rémunérés, ces personnes. Nous avons une idée du volume et je peux vous dire qu'on gagne 3 fois, 4 fois, 5 fois plus à travers ces métiers dans la pratique qu'à travers un contrat dans un bureau. Il y a aussi une opportunité que tout le monde peut saisir. Aujourd'hui, c'est le e-learning. C'est un phénomène de notre temps. Ça n'existait peut-être pas il y a 20 ans, mais ça s'est développé depuis 10 ans, voire depuis quelques années maintenant avec le développement de la 3G, de la 4G et bientôt de la 5G. Tout le monde peut saisir cette opportunité pour s'auto-former. Donc, utiliser, abuser au maximum ce mécanisme pour pouvoir améliorer davantage votre compétence. On peut apprendre tous les métiers de plus en plus. On peut le prendre à travers des cours en ligne. On peut profiter de plus en plus des MOOC. On peut profiter des vidéos tutoriels et on peut apprendre tous les métiers techniques quasiment sans sortir de sa maison. Il faut essayer et parfois il y a la possibilité même de faire valider ces formations et de trouver des équivalences administratives ou juridiques qui les reconnaissent et qui vous permettent de pouvoir opérer sur un marché. Vous avez la possibilité aussi il y a une autre opportunité dont je voulais vous parler, c'est la formation sous-régionale. Il faudrait que nous retenions tous que nous sommes maintenant dans un système intégré, donc avec le système IMOA-CEDEAO, avec la libre circulation des marchandises et des personnes. Ça donne l'opportunité de se former hors du Mali. Et on peut se former à Dakar, à Abidjan, à Ouaga, à Lomé, dans tous les pays de la zone IMOA. Et il y a effectivement de très bonnes écoles, de très bons centres de formation techniques et professionnels, surtout dans les métiers que j'ai cités. J'en ai vu pas mal dans d'autres pays et en vous rapprochant un peu des responsables, chefs d'entreprise qui voyagent beaucoup, qui sillonnent ces pays, ils pourront vous conseiller et on peut trouver des très bons centres de formation, des très bonnes écoles pour se former aujourd'hui à travers l'opportunité du mois CEDEAO. Donc, on peut aussi regarder de ce côté-là pour davantage ne pas rester simplement bloqué dans un espace sans issue. J'ai choisi de vous parler d'abord de formation. Ensuite, c'était pour fixer un peu la base de notre discussion, puisque c'est indispensable. Ensuite, je vais parler maintenant d'entrepreneuriat au Mali. Entreprendre suppose créer, suppose réaliser, suppose manager, suppose investir, suppose prendre des risques, parfois gagner, parfois perdre. Et effectivement, quand on s'y engage, il faut prendre en compte et les handicaps et les opportunités. Il y a les deux. Il n'y a pas de solution simple. Donc parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais il faut analyser donc tous les aspects. Qu'est-ce que nous avons comme handicap aujourd'hui au Mali face à l'entrepreneuriat? Vous devez le savoir puisque ça vous permet de mieux vous organiser. C'est d'abord l'accès au financement et le coût de l'argent. Nous le savons, ça a été dit déjà, mais je vais le répéter. Aujourd'hui, l'argent coûte trop cher au Mali. L'argent coûte trop cher. Et j'espère que, et ça, si vous devez plaider quelque chose, et si nous devons tous plaider davantage quelque chose, c'est de dire que l'argent coûte trop cher dans notre pays. Pour accéder, je parle, il y a des banquiers dans la salle, j'espère qu'ils pourront nous dire ce qu'ils en pensent, mais avec dans le service où la marge tourne entre 10, 15, quand tu as de la chance, 20%, si l'argent te coûte déjà 10%, 12%, 13%, tu as bouffé ta marge quasiment, soit en totalité, soit en grande partie, dans le coût financier. Dans l'industrie, n'en parlons pas. Dans l'industrie, les marges tournent à 2, 3, 4%. Dans le service, il y a un peu plus de marge de manœuvre.
Mais même là, si pour chaque fois que tu réalises, pour avoir un fonds de roulement, pour faire des investissements, le coût de l'argent est déjà au-delà de 10%, tu as déjà très peu de chances de t'en sortir, sauf à faire de l'optimisme, à faire de la fraude, sauf parfois à faire beaucoup de choses qui ne sont pas très légaux, soit par exemple à jongler, ce qu'on appelle financièrement jongler. C'est-à-dire vous n'êtes pas rentable, mais bon, vous tournez avec l'argent réellement qui ne vous appartient pas. Et ça, à un moment donné, vous vous arrêtez. Et son accès est compliqué, surtout pour les jeunes entrepreneurs, c'est encore trop compliqué. Parce que les garanties qui sont demandées, le fait que nos banques ne veulent pas prendre trop de risques, parce qu'elles estiment que le taux de recouvrement ou les risques liés à recouvrement dans notre pays sont trop élevés. Quand tu cumules ces éléments, finalement, on a de l'argent qui coûte trop cher et qui n'est pas très accessible. C'est un vrai sujet sur lequel il faut travailler, mais ce n'est pas effectivement à des jeunes entrepreneurs ou à des étudiants qu'on va demander de régler ce problème. C'est plutôt aux chefs d'entreprise confirmés, aux organisations syndicales du secteur privé d'agir à ce niveau-là auprès des pouvoirs publics ou des décideurs. Nous avons un problème de la domination de l'économie par le secteur informel. Nous devons tous le savoir, notre économie est dominée à 80% par l'informel. Certains pensent que c'est un atout, que c'est utile, que ça fait partie de l'économie réelle, mais je pense que c'est plus une faiblesse qu'un atout. Parce que globalement, une économie largement dominée par l'informel suppose beaucoup de fraude. Beaucoup de fraude. Et ça suppose que ça ne facilite ni la productivité, ni la rentabilité, encore moins les modèles économiques bien passés, bien structurés, s'en sortent difficilement avec une économie dominée par l'informel. C'est un enjeu sur lequel nous devons tous travailler. Nous avons un problème d'absence de statistiques et d'informations fiables. Pour intervenir sur un marché, il faut avoir des statistiques, il faut avoir des informations. Il faut surtout que ces éléments soient fiables. Et malheureusement, nous avons un gros problème de statistiques et d'informations fiables sur notre marché. Nous avons des rapports de temps en temps qui sortent des structures publiques, qui peuvent être discutés puisque c'est commandité le plus souvent par des décideurs politiques. Nous avons de temps en temps des PTF, des organisations, les partenaires du Mali qui nous donnent des documents à disposition, mais le plus soit c'est partiel, soit la date remonte à trop longtemps, mais agir sur un marché suppose de l'information en temps réel, et tout de suite, une information fiable et réelle pour pouvoir agir, investir et savoir comment s'orienter. Et nous avons tous l'handicap que intervenir sur notre marché aujourd'hui, on le fait quasiment souvent à l'aveuglette ou en se contentant d'informations et de chiffres trop généralistes et pas forcément collés aux réalités réelles de l'économie. Et l'informel aussi ne facilite pas cela. Nous avons un gros problème de la faiblesse de l'encadrement public, dont normalement la mission est de créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. Nous l'avons assez dit, toutes les organisations du secteur privé, le REAO et d'autres l'ont dénoncé dans beaucoup de forats, que nous avons un problème d'encadrement et d'organisation de l'État pour aboutir à la création d'écosystèmes favorables à l'entrepreneuriat. Cet écosystème qui est demandé à l'État ne suppose même pas du tout prendre de l'argent public et donner à des entrepreneurs, ni jeunes, ni confirmés. Il s'agit simplement de créer les conditions qui permettent l'entrepreneuriat en agissant sur les facteurs bloquants, le coût de l'argent, l'électricité, les moyens de production, la fiscalité, l'éducation, la formation, les zones d'installation, l'aménagement, tout ce qui est de la mobilité, les télécommunications, les moyens de connexion. Donc tout ce qui est du ressort que l'État peut faire pour baisser les charges non fonctionnelles des entreprises pour qu'elles puissent se concentrer sur des éléments de production et de productivité. Malheureusement, dans l'entrepreneuriat au Mali, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans des problèmes non opérationnels qui ne sont pas forcément des éléments qui agissent sur la productivité et la rentabilité de l'entreprise. Et donc c'est une grande faiblesse. Je ne l'ai pas développé parce qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur dont on pourrait parler, mais en fonction des questions, je pourrais rentrer dans les détails. Nous avons aussi un déficit de structuration des filières économiques. Malheureusement, nos filières économiques ne sont pas organisées. Elles sont très peu organisées et ça fait que nous avons une confusion des acteurs, nous avons une confusion des rôles et nous avons une confusion des périmètres d'intervention de tout le monde. Et une économie qui doit avancer a besoin de filières économiques organisées, a besoin de filières économiques structurées, parce qu'on ne construit rien de durable ni de potable dans le désordre. Ça ne marche pas.
Et si vous regardez nos filières économiques, amusez-vous à prendre quelques filières. Regardez la filière hôtellerie et tourisme et dites-moi comment c'est organisé, comment c'est structuré. Regardez la filière automobile et vous comprenez le grand désordre qui règne. Le secteur, mon propre secteur, le secteur de la communication et de la publicité. Jusqu'à une date récente, on avait 400 agences dans la rue dont on ne connaissait ni les adresses, ni les décideurs, ni les promoteurs. À travers une loi, quelques textes, et après 10 ans de combat, on a mis un peu d'ordre. Ça nous a ramené à des agréments avec 52 agences. Mais c'est encore que le début du chantier. On n'est pas allé loin. Et dans pratiquement toutes les filières, tu as ce problème de désorganisation, de déstructuration, de confusion de rôles, de confusion des genres, de concurrence déloyale, des structures, des décideurs publics qui en même temps sont des acteurs du privé. Donc, et tu as même des forces armées qui sont en même temps acteurs économiques, des forces politiques, des décideurs politiques qui sont en même temps acteurs économiques. On a une confusion de rôle, une confusion de genre, une confusion de tous les acteurs et de tous les types d'interventions qui font qu'au finish, chacun fait comme il peut et sauve sa tête. Mais personne ne s'en sort. Ça crée un cercle finalement où tout le monde est tiré vers le bas, mais personne n'est tiré vers le haut. Et ça, à ce niveau, vous devez le savoir que c'est un problème sérieux que nous avons et sur lequel nous devons travailler. Donc j'ai parlé des handicaps. Mais mon objectif n'est pas de décourager l'entrepreneuriat. Donc je vais parler aussi des opportunités, parce qu'il y en a. Donc autant il faut connaître les problèmes pour que nous soyons tous convaincus, et surtout encore plus ceux qui s'y mettent maintenant, que ce n'est pas simple. Autant il faut voir qu'à côté de ces problèmes, il y a des opportunités à saisir et qui peuvent permettre effectivement d'entreprendre. Alors je vous ai dit, globalement notre pays est un pays de négoce, c'est connu. Mais bon, vous le savez, et je ne sais pas si les exemples, si c'est moi qui n'ai pas l'information, mais je ne crois pas que le négoce a déjà développé un pays. Je n'en connais pas en tout cas beaucoup d'exemples. Même quand ça existe, c'est à l'échelle d'une ville, ou à l'échelle d'une principauté, ou à l'échelle d'un petit département. Mais difficilement à l'échelle d'un pays, encore moins un pays comme le Mali, avec 1 200 000 km² et 20 millions d'habitants. Donc le négoce va difficilement développer notre pays. Si ça pouvait le développer, on n'en serait pas là. Donc nous avons un gros problème aujourd'hui, qu'il faut transformer structurellement l'économie. C'est incontournable. Transformation structurelle de l'économie. Passer d'une économie de négoce, donc de commerce, d'agriculture, on va en parler tout à l'heure, et de négoce, à une économie intégrée, transformatrice, créatrice de valeur ajoutée, créatrice d'emplois et de richesses. Qu'est-ce que vous devez saisir comme opportunité? C'est que l'offre est largement faible par rapport à la demande, dans quasiment tous les secteurs d'activité. Dans quasiment tous les secteurs d'activité, l'offre est globalement faible par rapport à la demande. Ça, c'est une opportunité. Et tout le monde peut s'engouffrer dans cette opportunité. Et normalement, ce phénomène ne peut aller qu'en s'accentuant. Ce déficit qui est à combler. Et on le remarque quasiment dans tous les secteurs. Autant j'ai dit, les secteurs sont désorganisés, les secteurs sont dans une grande confusion, autant en organisant, en structurant, on se rend compte très vite qu'en fait, dans la réalité, l'offre est insuffisante par rapport à la demande. Nous avons la quasi-totalité des matériaux de construction dans le BTP sont importés. La quasi-totalité, à 90%. En commençant par le ciment, qui, même si nous pensons que nous en avons des usines, nous devons savoir que le clinker est importé dans 90% des cas aujourd'hui. Donc nous avons, et encore que notre besoin, même avec ce clinker importé, notre besoin couvre pour l'instant que les 2/3 du besoin. Il y en a tout, le carrelage, les sanitaires, les luminaires, les staffs, les filasses, la peinture, jusqu'à la colle. Jusqu'à la colle, tout est importé. Donc, à part le sable et le gravier, quasiment nous importons tout. Donc, c'est très sérieux. Et là, c'est une opportunité pour ceux qui ont envie d'initier des projets. Regardez le secteur du BTP, concentrez-vous sur un ou des matériaux et voyez qu'est-ce que vous pouvez produire pour répondre à la demande du marché. Vous avez une balance commerciale qui est déficitaire de 400 milliards. Ça veut dire que quoi? Que globalement, le Mali en réalité s'appauvrit et enrichit les autres. Ça aussi, c'est encore une vérité historique qui a toujours été dite au niveau des organisations professionnelles du secteur privé, au niveau de l'OPI, du patronat, du REAO, toutes les organisations du secteur privé en parlent, mais ça ne change pas. Moi, je l'entends depuis
20 ans. Nous-mêmes, nous le plaidons dans toutes les activités des organisations professionnelles du secteur privé. Je ne me rappelle, il s'est difficilement passé une activité à caractère économique où on a parlé économie sans parler de ce problème, mais ça ne change, rien n'a changé. 400 milliards de déficit de la balance commerciale. Ça veut dire que globalement, l'argent du Mali sert à enrichir les autres. Et ça, c'est une opportunité, c'est un défi aux Maliens. C'est un défi. On parle beaucoup souvent de nos challenges et de nos défis. À côté de nos défis institutionnels, politiques, qui vont nous amener bientôt aux assises nationales et autres, et réformes institutionnelles, là, nous avons un défi et nous avons un challenge historique de comment réduire cette balance commerciale pour pouvoir garder l'argent au maximum dans ce pays, pour que ça profite davantage à l'emploi, ça profite davantage, ça permet de lutter contre la pauvreté et de faire reculer un peu la misère et de fixer les jeunes ici. 400 milliards de déficit, vous allez voir que la majorité de ces produits sont importés en grande partie de la sous-région, donc nous importons beaucoup à l'extérieur, et contrairement à ce que nous pensons souvent, notre premier partenaire commercial, ce n'est pas la France, c'est la Chine. Et dans la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que le plus souvent, les gens préfèrent installer les usines dans les côtes et approvisionner le Mali. C'est plus avantageux pour eux. Donc nous avons un problème structurel ici à ce niveau, mais c'est une opportunité. Il vous suffit tous d'aller chercher la liste des produits importés du Mali et voir quel est le produit que vous pouvez être amené à réaliser localement et à répondre à ce besoin-là pour que l'argent reste ici. Nous avons un problème des services à la personne. Aujourd'hui, ce niveau est à un niveau embryonnaire. C'est dans les pays développés, ça fait partie des secteurs qui créent beaucoup d'emplois. Ça fait partie des secteurs où les gens ont créé des grandes entreprises, ont gagné beaucoup d'argent, le service à la personne. Parce que globalement, notre système social, notre système familial, notre système communautaire fait que les gens sont beaucoup aidés, assistés par la famille d'abord, ensuite par souvent le quartier, les amis et tout le monde. Donc du coup, on a oublié de développer le service à la personne. C'est très peu développé. Et dans ce domaine, il y a tous les métiers. Tout est possible. Et il suffit là encore de chercher la liste des besoins des services à la personne et de voir dans quel domaine on peut s'installer. Et ce phénomène va aussi en s'accentuant. Nous avons un problème aujourd'hui, nous avons une opportunité, c'est qui est lié au fait que maintenant, c'est l'éthique. Nous savons tous, et ça a été dit, oui, aujourd'hui, dans le monde, on parle maintenant de robotique, on parle d'intelligence artificielle. À défaut de pouvoir développer cela ici tout de suite, on peut commencer par des choses plus simples. Le coding, les applications, les sites interactifs, les fonctionnalités de base, le SSS, les USS Code, tous les systèmes de télémarketing, de télétravail. Il y a déjà assez à faire et pourquoi pas pour les plus techniques, ceux qui ont le plus de plaisir à développer des compétences technologiques peuvent s'attaquer à la robotique, peuvent s'attaquer à l'intelligence artificielle, peuvent s'attaquer aux objets connectés. Ça, c'est un gisement d'emploi, un gisement d'opportunités qui est là sur lequel tout le monde peut travailler et s'investir. Parlons, j'ai parlé de l'entrepreneuriat au Mali sous deux angles, les handicaps, mais aussi les opportunités. Et je vais terminer en parlant des perspectives économiques pour que nous puissions nous projeter un peu et regarder un peu qu'est-ce que nous pouvons être amenés à faire si nous voulons développer du business. Et surtout pour ceux qui sont dedans et qui veulent accroître davantage leurs investissements, ou ceux qui veulent, ou surtout pour la plupart du public de ce matin, ceux qui veulent commencer l'entrepreneuriat ou s'y préparent à y rentrer. Nous avons potentiellement 3 révolutions économiques incontournables au Mali. Ces 3 révolutions se feront. Il s'agira simplement pour vous de décider si vous en serez des acteurs ou si vous en serez des spectateurs. Mais il y aura 3 révolutions. L'activité économique va nous amener à 3 révolutions. Donc décidez dans quelle révolution vous voulez être acteur, actrice ou leader. Mais c'est des révolutions incontournables. Parce que ça correspond à des besoins de l'économie, tout simplement. La première révolution, c'est la révolution agricole. Avec la démographie que nous avons, avec l'immensité du territoire que nous avons, les besoins de consommation de produits alimentaires vont s'accentuer. Et à ce niveau-là, vous allez constater que il faut travailler sur les canaux de distribution. Ça va être déjà un élément sur lequel beaucoup de gens peuvent travailler.
Donc ça veut dire des produits standardisés, des produits conditionnés, des produits distribués dans des circuits professionnalisés. Mais avant cela, il faut d'abord produire. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous avons une production familiale extensive. C'est ce qui se pratique à 80% au Mali, une production familiale extensive. Et nous allons aller à une production intensive et mécanisée. Les responsables du secteur de l'agriculture, de l'APCAM et d'autres savent déjà que ça a commencé, mais à un niveau très faible, très très faible. Donc c'est incontournable, une production agricole mécanisée et intensive. À ce niveau, il y a tout à faire. Il faut trouver les machines, il faut les fabriquer, à défaut de les fabriquer, il faut au moins les assembler, il faut les conduire, il faut les entretenir, il faut les réparer, il faut les accompagner par des pièces détachées. Et il faut effectivement des techniciens pour les faire fonctionner. Ça va amener à augmenter la production et la productivité, et c'est incontournable à un moment donné. Mais ce n'est pas seulement cela. Pour faire une révolution agricole, il y a la mécanisation, mais avant la mécanisation, il y a les semences. Donc il y aura un travail à faire sur la question des semences, il y aura un travail à faire sur la mécanisation, et il y aura ensuite derrière la transformation. Donc nous allons être obligés de travailler, tous les Maliens, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à ce secteur, sur ces éléments-là. Comment davantage créer et développer des semences qui ont un niveau de productivité beaucoup plus élevé que ce que nous avons, ça se fait déjà. Comment mécaniser davantage l'agriculture et surtout comment d'abord stocker, rien que le système de stockage de nos céréales pour les rendre disponibles toute l'année, en soi déjà est un gisement de business, le stockage des matières premières agricoles. Rien que cet élément déjà suffit à faire beaucoup. Il y a ensuite la mobilité de ces matières premières et il y a aussi la nécessité, évidemment, de les transformer. Nous avons un problème de canaux de distribution, donc c'est un enjeu majeur sur lequel tous les acteurs de l'économie peuvent travailler. Nous avons un problème lié aujourd'hui, donc il nous faut pour cette révolution, des bonnes semences, ensuite il nous faut les bons outils et il nous faut l'encadrement. Voilà les trois conditions à réunir pour faire la révolution agricole. Les bonnes semences, la mécanisation et l'encadrement technique. Dans ces trois éléments, il y a déjà matière à faire beaucoup. Beaucoup en termes d'entrepreneuriat, beaucoup en termes de formation, beaucoup en termes d'investissement, beaucoup en termes de création de richesse ou de valeur ajoutée. Vous pouvez choisir votre domaine. Soit je vais me concentrer sur les semences, parce qu'il nous faut des bonnes semences pour faire une révolution agricole. L'IR, et que nous avons ici, notre centre de recherche agronomique, fait un peu, mais c'est très peu et c'est surtout très peu connu. C'est à un niveau que seuls les initiés réellement ont accès aux résultats des travaux de recherche de l'IR, alors que c'est tout le pays qui en a besoin. Donc vous pouvez choisir de vous concentrer sur comment avoir des semences améliorées, des semences de meilleure qualité, plus productives. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur l'aspect mécanisation de l'agriculture. Vous pouvez se concentrer sur l'aspect irrigation et maîtrise de l'eau de l'agriculture ou simplement sur les questions climatiques et de prévention. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur l'aspect encadrement technique de l'agriculture. Dans tous ces éléments, il y a matière à faire de bonnes formations, mais mieux, à faire des business, à créer des entreprises et à les développer à travers ces éléments-là. Donc j'ai parlé de révolution agricole. Vous pouvez décider d'en être un acteur économique, je veux bien dire, donc pour accompagner la révolution agricole et vous enrichir, être les grands entrepreneurs de cette révolution-là. Il y a la révolution industrielle, c'est incontournable aussi, parce que nous sommes grands producteurs de céréales, mais très peu transformateurs. Nous avons encore un PIB de l'industrie qui tourne à 5%, donc très très faible. Là où il nous faut minimum 20%, voire 30% pour espérer transformer structurellement notre économie. Donc à ce niveau, vous avez un grand besoin de transformation des produits issus de l'élevage, de la pêche, de la cueillette, pour les transformer en produits industriels, semi-industriels, en produits finis, à travers des petites unités industrielles qui peuvent être le point de départ d'un grand projet industriel sur le long terme. Ça commence par des choses simples, une savonnerie, une huilerie, décortiquage de riz, demain beurre de karité, pot de confiture, laiterie, etc. Il y a plein de petits projets industriels qui peuvent être montés dans la transformation des produits, des dérivés des produits issus de l'agriculture, de l'élevage, des produits de la cueillette. Donc voilà encore un domaine dans lequel les entrepreneurs d'aujourd'hui, les candidats à l'entrepreneuriat peuvent s'inscrire. Donc révolution agricole, une opportunité à travers laquelle vous pouvez décider d'être des entrepreneurs. Révolution industrielle,
par la création de petites unités industrielles, parce que nous avons à peu près 10 millions de céréales à transformer. Nous avons un marché intérieur à satisfaire, mais nous avons aussi de l'export à faire pour satisfaire le besoin immédiat et même aller au-delà. Donc une opportunité énorme, mais sur laquelle il faut travailler. Il faut beaucoup de travail pour passer de l'idée au projet à un projet économiquement rentable et qui va tenir dans la durée. Mais vous avez assez de responsables du REAO assez expérimentés qui pourront mieux vous conseiller et vous coacher dans ce sens-là. Certains le font déjà, le font très bien. Vous avez déjà au sein du REAO des entrepreneurs dans l'agro-industrie qui transforment et qui produisent, font de bons produits finis déjà. Donc je vous ai donné, et sachez qu'au Mali, une étude récente de la Banque mondiale a dénombré 23 filières à haut potentiel. Dans ces 23 filières, il y a la nécessité, il y a la possibilité d'organiser toute une chaîne industrielle intégrée. Donc ces 23 filières peuvent permettre de créer des milliers et des milliers et des milliers d'emplois. Évidemment, il faut de l'investissement, mais avant ça, il faut aussi du savoir-faire, donc une formation de base, bien monter les projets, commencer à petite échelle, se spécialiser dans quelque chose et puis se concentrer sur un projet qu'on va amener petit à petit à un niveau plus élevé. Donc 23 filières, certaines c'est lié à des produits que vous connaissez déjà, mangue, karité, gomme arabique, riz, mil, lait, pêche, poisson, thé, vous avez sorgho, vous avez la possibilité de pommes de terre, donc il y en a au moins 23 comme ça. Et dans ces 23, il y a matière à tout faire. Tout est à faire. Produire, parce que la production elle est faible, elle n'est pas disponible toute l'année, elle n'est pas bien stockée, elle n'est pas bien transportée. Donc, travailler, comme je disais, révolution agricole. 2, il y a un besoin de les transformer. Donc, révolution industrielle. Donc, rien que à travers la révolution agricole et la révolution industrielle, il y a matière à entreprendre et à créer des centaines de milliers d'entreprises demain, voire même dès aujourd'hui, pour commencer à s'intégrer dans ces filières économiques-là. Et vous avez la résolution digitale, on le vit déjà. Maintenant, il faut le transformer en business. Sinon, elle est déjà là. Nous sommes déjà utilisateurs de toutes les solutions de TIC à la matière, d'INTIC, mais il y a la possibilité maintenant de le transformer en business. Il s'agit de ne plus le voir sous l'angle du consommateur ou de l'utilisateur, mais le voir sous l'angle de l'entrepreneur, qui va maintenant voir quelle est la solution que moi je peux créer et apporter à un problème concret. Il y a un besoin de numérisation de l'administration malienne. Il y a un besoin de digitalisation de toutes nos procédures. Il y a un besoin d'automatisation. Donc, ces besoins sont énormes, énormes. Et à ce niveau, il y a un travail à faire. Et ce qui dit un besoin, dit opportunité. Donc, identifier la révolution dans laquelle vous voulez vous inscrire. La révolution digitale fait partie des missions sur lesquelles vous pouvez vous concentrer. Rien qu'en se concentrant sur juste comment automatiser des tâches, ou comment, par exemple, faire de la prévention en matière climatique, ou simplement comment créer des systèmes intégrés, ou simplement comment créer des applications qui correspondent à des besoins de la personne, ou à des besoins des entreprises, ou comment davantage numériser, archiver de façon électronique ou stocker des données. Donc vous avez, la liste est tellement longue des métiers qu'on peut développer, des business qu'on peut faire à travers la révolution digitale, qui serait fastidieux de les citer. Donc nous avons dans l'éducation, parce que nous sommes un pays dont le taux d'alphabétisation tourne actuellement autour de 60%. C'est très faible, le besoin est énorme. La Côte d'Ivoire est à 80%. Un pays comme la France est à 99% de taux d'alphabétisation. Donc nous avons un besoin énorme. Et pour les jeunes filles, le taux d'alphabétisation tombe à 23%. Donc c'est un défi aussi à ce niveau-là à relever. Nous avons un grand besoin, donc à travers la digitalisation, peut permettre de rapidement rattraper ce gap-là dans l'éducation. Dans l'agriculture, c'est pareil. L'irrigation contrôlée, la gestion des semences, le stockage, l'automatisation de la transformation, l'automatisation de la mécanisation agricole. Donc il y a matière à faire développer énormément de choses à travers la digitalisation. Vous avez la question de la mobilité, vous avez la question de la sécurité. Et vous savez, nous sommes pour l'instant un pays qui a tellement de besoins que si vous vous concentrez sur ces 3 révolutions, vous avez matière déjà à créer, à développer et à faire du business et à être, vous,
pour ceux qui le souhaitent, être les entrepreneurs de demain. Mais il faut s'y mettre maintenant. Alors je vais terminer en disant que nous avons un pays qui est dans un moment déterminant de son histoire, à côté des problèmes politiques, des problèmes sécuritaires. Il faut que vous sachiez tous qu'on a un gros problème économique. Notre pays a une croissance très faible. Cette croissance ne permet pas aujourd'hui de résorber la pauvreté et de créer assez d'emplois par rapport à notre démographie, par rapport à nos besoins. Nous devons donc prendre conscience, peut-être que notre problème économique est plus grave que nos problèmes politiques, même si ce n'est pas l'élément dont on parle le plus, mais c'est réel. Nous avons à peu près 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et en face, au Bamou, nous avons entre 30 000 et 40 000 emplois qui sont créés. 30 000 et 40 000 sur 200 000. Et quand je dis 200 000, ça c'est ceux qui sortent des écoles officiellement connues. Si on ajoute ceux qui ne sortent pas des écoles supérieures, il faut compter le double. Et face, qu'est-ce qu'on fait des 150 000 ou des 200 000 autres jeunes qui sortent chaque année sur des écoles ou des centres de formation? C'est un vrai problème. Donc, nous avons une économie qui ne crée pas assez d'emplois, une économie qui, depuis, avec nos crises politiques, qui reçoit très peu d'investissements, et d'investissements étrangers et d'investissements locaux, donc très peu d'investissements, très peu de grands projets, très peu de projets structurants. Nous ne transformons toujours pas notre économie. Nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à relever les vrais défis de notre économie, les questions d'handicap à la production, l'électricité, la mobilité, le coût de l'argent, la question liée aujourd'hui à tout ce qui porte sur la digitalisation et l'accès au numérique. Donc nous avons des challenges énormes et à ce niveau, nous avons tous un défi à relever. Et nous sommes un pays pauvre. Il faudrait qu'on se le rappelle. Nous avons un seuil de pauvreté qui touche 60% de la population malienne. Nous sommes dans une situation d'un seuil de pauvreté très faible. Nous créons en moyenne nous avons à peu près 17 milliards de dollars de PIB. C'est très peu pour les besoins de nos 20 millions de Maliens, avec surtout le territoire que nous avons. La Côte d'Ivoire à côté fait 60 milliards, donc vous voyez l'écart. Le Sénégal fait déjà 30, et je ne vous parle pas des pays comme la France, qui sont dans les 2000 et quelques milliards. Donc nous produisons très peu de richesses, très peu d'argent, très peu de valeur ajoutée par rapport à nos besoins. Nous créons aussi très peu d'emplois, parce que les 40 000, 50 000 emplois qu'on crée au Bamou, l'État en crée entre 20 000 et 25 000 pour ses besoins, le privé en crée 30 000, et même ça, c'est en décroissance, parce que nous sommes un pays en crise. Donc on est plus en situation de décroissance sur ces éléments-là. Donc le challenge, il est très sérieux. Les défis sont énormes et nous devons en prendre conscience et nous donner les moyens de pouvoir relever ce challenge. Nous pouvons faire beaucoup de débats, mais si nous ne nous concentrons pas sur l'essentiel, qui est la création de richesses, qui est le recul de la pauvreté, qui est la formation de qualité, qui est de faire face à nos 3 révolutions pour transformer structurellement notre économie, on va se réveiller dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans avec le même constat d'un pays qui n'a pas assez avancé. Donc c'est à ce niveau que chacun peut à la fois doit prendre conscience du problème, mais doit aussi saisir les opportunités que cela suppose et que c'est là qui en découlent. Donc en conclusion, qu'est-ce que nous devons faire? Beaucoup de formation, formez-vous. Beaucoup de travail, il n'y a pas d'autre alternative que de bien se former, que de beaucoup travailler et de saisir les opportunités parce qu'elles existent. Et je terminerai par dire, surtout, il faut saisir les opportunités, mais il faut les transformer en projet. C'est une autre étape, de transformer l'opportunité en projet. Et il y a encore une étape supérieure, c'est de surtout transformer le projet en modèle économique. Et ça, c'est encore l'étage supérieur. Je pourrais même dire un modèle économique rentable et repéré qui peut tenir dans la durée. Donc voilà beaucoup d'enjeux qui nous attendent, aussi bien les entrepreneurs d'aujourd'hui, les plus expérimentés, qui sont les animateurs et les responsables du RIAO, ceux qui ont une expérience déjà moyenne, donc certains d'entre nous qui avons déjà 10-15 ans d'expérience professionnelle, et ceux qui commencent et ceux qui vont venir. C'est un défi et un challenge pour tout le monde. Voilà un peu, j'ai choisi d'aborder l'exposé sous cet angle, de parler de l'économie, parler de ses opportunités, parler de ses handicaps, mais aussi partager quelques convictions avec vous et laisser plus de temps aux discussions, aux débats. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie.
D'abord, merci pour votre invitation à cette conférence. Mon nom c'est Alpha Cham. Je suis le responsable de la formation professionnelle à l'université privée IAM Bamako. Voilà. Monsieur Daniel Koursidi, j'ai suivi avec attention votre intervention et permettez-moi de vous reprendre en ces termes. Au début de votre conférence, vous avez dit l'argent coûte cher au Mali et à la fin de votre intervention, vous reprenez en disant le coût de l'argent. Et quand nous regardons aujourd'hui le paysage bancaire au Mali, nous n'avons que, c'est mon analyse, et ça n'engage que moi, nous n'avons que des banques commerciales orientées plutôt à la consommation. Il y a une quasi-absence des banques d'investissement. Alors, à ce niveau, j'ai deux questions qui sont les suivantes. Quel est le combat mené aujourd'hui par les CEO que vous êtes pour que le Mali voit un jour fleurir des banques d'investissement? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, quelles alternatives, pour dire solutions, afin de contrecarrer ces banques commerciales qui ne sont pas aujourd'hui adaptées à l'entrepreneuriat jeune malien? Je vous remercie. De fonds et d'investissements, surtout des investissements sur le long terme au Mali. Et donc du coup, on proposait à l'État la possibilité de faire soit des banques d'investissement ou soit par exemple de faire des choses beaucoup plus simples, comme la dernière en date pour moi, dont je me rappelle, qui a été un combat porté par le secteur privé, par ces CEO dont vous parlez, effectivement, pour créer la caisse de dépôt et de consignation au Mali. C'est un exemple concret. Ça consistait, en réalité, ça prenait la forme réellement d'une banque d'investissement. Le REAO a même organisé des débats sur ce sujet avec les plus hautes autorités. Le patronat l'a défendu dans ses revendications. L'OPI l'a mis quasiment dans toutes ses propositions, notamment dans le bureau, pour demander qu'il a nécessité d'avoir des banques d'investissement publiques ou au moins à défaut de créer la caisse de dépôt et de consignation qui existe sur papier au Mali, mais dans les faits n'existe pas. Et pourtant, nous avons fait toutes les propositions possibles pour restructurer cette caisse de dépôt et de consignation, la rendre opérationnelle. Et je vous avoue qu'il n'y a rien de compliqué. Mais ça fait pourtant, de mémoire, ça fait au moins 5 ans que c'est plaidé et ça ne donne pas de résultat. C'est aussi ça la limite des CEO, c'est qu'à un moment donné, ils peuvent plaider, mais ils ne sont pas signataires des décisions. C'est qu'à un moment donné, c'est le Premier ministre, c'est les ministres, c'est le président, c'est le Conseil des ministres qui prend les décisions. Donc la plaidoirie, malheureusement, ne suffit pas toujours pour obtenir des décisions ou des acquis. Sinon, je pense que la question du besoin de banques d'investissement, d'abord, les banques actuelles peuvent se transformer, peuvent elles-mêmes créer des banques d'investissement si elles le souhaitent, mais les acteurs du secteur privé peuvent aussi en créer ou peuvent pousser l'État à en créer. Et si vous remarquez les banques d'investissement dans beaucoup de pays, le plus souvent, c'est la création de l'État. On loge, par exemple, on peut décider demain de loger une partie des fonds de revenus issus de l'exploitation de l'or, le mettre dans une banque d'investissement, en décidant qu'un tiers des revenus issus qui revient à l'État dans le cadre de l'exploitation de la filière aurifère va alimenter demain une banque d'investissement. Ce n'est pas une mesure compliquée. On peut réactiver la caisse de dépôt et de consignation en logeant au sein de cette caisse les consignations, les permis, toutes les cautions qui sont dispersées un peu partout, chez les notaires, dans les banques, chez les huissiers, etc. Et alimenter tout cela et faire l'investissement. On peut le faire aussi même avec les fonds de pension, comme on le fait dans certains pays. Donc les mécanismes existent, les plaidoiries ont été faites, malheureusement les décisions ont du mal à tomber. Et les alternatives à cette solution, les alternatives, c'est celles que je viens de citer. Et il y a eu des propositions dans ce sens, il y a eu des plaidoyers dans ce sens. Maintenant, il a manqué peut-être des décisions. Alors, qu'est-ce que les CEO doivent faire de plus? Peut-être qu'il faut que les CEO même deviennent les signataires de décisions. Peut-être. C'est ce qu'il faut finalement faire. Je crois que c'est une réflexion qui est en cours au niveau des différentes organisations, mais je laisserai les bouches plus autorisées comme la mienne parler de ce point-là.